bienvenue au Paris-Saclay Summit ici à Centrale Supélec pour cette 3e édition. On va maintenant s'intéresser à un sujet dont on entend énormément parler, parfois avec fascination, parfois avec inquiétude, l'intelligence artificielle en médecine. Alors aujourd'hui, elle peut aider à poser un diagnostic, proposer un traitement ou anticiper un risque, mais jusqu'où doit-elle aller ? Et comment préserver surtout la relation humaine au cœur du soin? Pour ouvrir cette réflexion, nous recevons aujourd'hui Jean-Emmanuel Bibaud, professeur d'oncologie et expert de l'intelligence artificielle en médecine. Également Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. L'échange sera conduit par Guéric Poncet, journaliste au Point. C'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci Cynthia et Jean-Emmanuel d'être avec nous et d'avoir pris le temps de venir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Emmanuel, tu as écrit plusieurs livres qui expliquent ce que l'IA peut faire aujourd'hui dans la médecine. Est-ce que tu peux nous brosser un rapide panorama de ce que l'IA sait faire aujourd'hui ? Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA en ce moment, mais en fait, c'est utilisé en médecine depuis déjà pas mal de temps. Les premiers systèmes que l'on avait, qui avaient eu assez peu de succès, c'était des systèmes qui s'appuyaient notamment sur une technique dite d'IA symbolique, faite de règles. En général, s'il y a, par exemple, tel germe, il faut prescrire tel antibiotique. Je me souviens quand moi, j'ai commencé mes études de médecine, il y avait un de ces systèmes-là qui était déployé à l'hôpital Pompidou, où je suis maintenant, et qui n'avait pas eu un très très grand succès, ni une très grande adhésion, on va dire, des médecins, qui sont une profession souvent assez difficile à changer. Et puis, au-delà de cette IA symbolique, celle dont on entend plus parler maintenant, c'est une IA qui est plus dite d'apprentissage automatique, où on va non pas demander à des experts de créer des règles manuellement, mais on va au contraire fournir des données à un algorithme qui va apprendre à partir de ces données-là et ensuite faire une tâche précise. Et donc ça, c'est déjà aussi utilisé et ça a eu pour le coup beaucoup plus de succès en médecine au quotidien, notamment pour toutes les tâches qui sont liées à de la perception. Donc typiquement de l'imagerie médicale, ça on en parle déjà beaucoup. Vous savez que si vous allez aux urgences dans certains services, par exemple, si vous avez une suspicion de fracture de cheville, c'est avant tout interprété par une IA et puis ensuite vérifié par l'urgentiste. Donc ça, c'est du quotidien. Il y a des produits qui sont marqués CE, qui sont FDA approved et qui sont vraiment commercialisés et qui marchent assez bien. FDA, c'est l'administration américaine de certification. Exactement. Donc il y a deux grands systèmes. Il y a FDA pour les États-Unis et puis marquage CE, on va dire, pour l'Europe, de façon un peu large. Et puis il y a aussi d'autres choses dont on entend beaucoup parler, c'est l'interprétation automatique pour le coup d'imagerie tridimensionnelle, donc les scanners ou les IRM. Donc l'exemple emblématique, c'est par exemple le dépistage du cancer du poumon, dont on parle depuis quelques semaines en France, qui est déjà implémenté aux États-Unis et qui va, je pense, arriver en France très prochainement et qui va entre autres s'appuyer sur des algorithmes automatiques parce que d'interpréter, on va dire, 300 coupes de scanners par patient, ça va prendre beaucoup de temps et donc si on veut implémenter ça de façon nationale, il va falloir trouver des méthodes pour aller vite. Et puis au-delà de l'imagerie médicale, c'est aussi utilisé pour faire de la segmentation automatique, c'est-à-dire déterminer sur un scanner l'endroit où sont les organes sains ou alors une tumeur par exemple pour préparer les traitements en radiothérapie. Donc la radiothérapie, c'est envoyer des rayons X pour traiter le cancer. Donc là aussi, c'est très 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 utilisé. Et puis le dernier, on va dire, outil professionnel où ça va être, où c'est en marge, enfin c'est en passe d'être très utilisé, c'est en anatomopathologie. Donc c'est pas une spécialité très connue. En fait, l'anatomopathologie, ça consiste à, lorsqu'on prend par exemple une biopsie d'une tumeur pour vérifier si c'est un cancer ou pas, il y a un médecin qui regardait sous microscope la tête des cellules pour voir si c'était un cancer ou pas. Et donc ça, en fait, c'est une fois de plus une tâche de perception, un peu comme l'imagerie médicale, mais sous microscope. Et donc c'est aussi en train d'être très, très, très largement révolutionné par de l'IA. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est que alors peut-être que c'est faux, mais que l'IA est capable aussi d'aller regarder ce que le médecin ne regardait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'IA va regarder toute l'image, alors que le médecin se fondait sur sa suspicion pour focaliser son regard sur un endroit précis. Il y a deux exemples un peu emblématiques de ça. C'est l'interprétation des mammographies, par exemple, pour le dépistage du cancer du sein. Il y a une étude qui est très récente qui montre, par exemple, qu'une IA est capable de voir des lésions qui, entre guillemets, seraient précancéreuses
et en fait qui serait effectivement 1 an ou 2 ans plus tard véritablement devenir un cancer. Et donc ce genre de choses, ça touche un petit peu à ce que l'humain ne sait pas faire. C'est-à-dire que l'humain, il sait interpréter une imagerie, comme tous les exemples que je viens de donner, mais il ne sait pas prédire à l'avance, et d'ailleurs il ne pourra pas non plus vérifier la justesse de la machine pour faire des choses qu'il ne peut pas faire lui-même. Donc typiquement, voir des choses qu'un humain ne voit pas, les IA, certaines IA vont pouvoir le faire. Donc le premier exemple, c'est la mammographie. Le deuxième exemple, qui est aussi publié, c'est le cancer du poumon. C'est un peu le même principe. Dépister des lésions qui, à un œil humain, n'ont pas de caractéristiques suspectes, mais qui, on le sait, peuvent devenir un cancer 1 ou 2 ans plus tard. Et donc ça, c'est un champ que l'on appelle, en français et en anglais, la radiologie opportuniste. C'est-à-dire qu'on fait un examen pour, par exemple, voir s'il y a un nodule dans le sein. Et puis, on en profite pour voir s'il n'y a pas d'autre chose qui n'est pas encore un nodule, mais qui va l'être. C'est-à-dire que profiter d'un examen pour faire autre chose en plus qu'un œil humain ne voit pas. On voit défiler des couvertures de livres derrière. J'ai vu que certains sont disponibles à la librairie juste à la sortie de l'amphithéâtre. Cynthia Fleury, sur le plan philosophique, où est-ce que ça nous place finalement? Où est-ce que ça replace l'humain, le médecin, ces outils d'IA professionnels dédiés aux médecins? Est-ce que ça change quelque chose? Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, si vous voulez, d'abord parce que si on prend simplement l'exemple de la possibilité d'une prédiction, en tout cas d'une aide à la santé prédictive, la question, c'est qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites descendre comme type d'information auprès du patient pour conserver, l'alliance thérapeutique, pour préserver, lui, son sentiment de santé. Est-ce que vous êtes dans un risque plus ou moins fort? Comment, lui, va récupérer cette idée d'un risque? Si vous annoncez à quelqu'un, tiens, vous avez X pourcentage d'avoir telle ou telle, ou de déployer telle ou telle maladie, vous pouvez être sûr que dans sa conscience psychique, c'est 100. Donc, si vous voulez, c'est un effet de flèche inversée qui n'est pas si simple. On a les mêmes questionnements avec le séquençage génomique, de savoir quand on va chercher, on cible des informations, et puis on a tout le secondaire qui remonte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien évidemment, il faut faire quelque chose. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut trouver les protocoles justes pour maintenir le sentiment capacitaire chez le patient, c'est évident, pour que demain, bien évidemment, on fasse aussi des bons dans la santé préventive, puisqu'on sait qu'on n'est pas si bon là-dessus et que c'est un partenaire clé de la santé publique. Mais en même temps, on ne peut pas monitorer les vies à ce point-là que on va donner des sentiments soit d'hypervigilance chez les patients. L'hypervigilance n'a jamais créé de la bonne santé. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'il faut. Comment on va produire au contraire une co-agentivité très forte entre la machine et l'homme, et non pas comment, de manière trop rapide, soit on va laisser la main trop à l'IA et faire du littéralisme en descendant simplement ce qu'elle nous dit, sans l'interpréter, sans construire du capacitaire, sans créer l'appropriation par le patient de ce qui est dit, etc. Donc, et ça, pour le coup, aujourd'hui, on ne sait pas bien, parce on est au début, on n'est pas nécessairement au début, mais malgré tout, dans une acculturation forte. On a une IA qui est extrêmement déjà opérationnelle et qui a une puissance de calcul géniale. Derrière, vous avez des médecins et des patients qui ne sont pas tout à fait au même niveau d'alphabétisation. Donc, c'est ça demain qu'on va essayer parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a une technologie immense et une saturation d'informations qu'on traduit ça immédiatement dans un meilleur soin. Alors, j'ai une anecdote qui n'est pas liée directement à la médecine, mais vous allez voir, ça s'y connecte. La NASA, en ce moment, est en train de mener un projet qui s'appelle Quest, qui est pour essayer de réduire le boom supersonique des avions pour atténuer le son. Et donc, tous les ingénieurs du projet travaillent évidemment d'arrache-pied là-dessus. Et quand j'ai interviewé le directeur du programme, il m'a dit, en fait, mes ingénieurs sont habitués à se battre contre les lois de la physique, mais leur principal combat, c'est contre l'acceptabilité sociale, on va dire, du
du bruit. Et finalement, ils doivent travailler sur des questions de société tout autant que sur des questions technologiques. Est-ce que ça veut dire que les médecins aussi, et les chercheurs en IA médicale, doivent prendre en compte ces questions-là tout de suite, dès le début des recherches? Oui, d'ailleurs, je pense qu'elles ne sont pas toujours parfaitement prises en compte, c'est clair. Mais il y a de tels changements qui vont arriver dans la façon d'exercer la médecine que si les médecins ne sont pas conscients de ça et ne travaillent pas, entre autres, sur des thématiques qui sont ni scientifiques ni médicales, mais qui sont sociologiques ou éthiques, je pense on va au-devant de grandes difficultés. Pour juste repartir sur le concept de prédire quelque chose et du côté anxiogène que ça peut avoir pour un patient de savoir une sorte d'état pré-malade. C'est-à-dire qu'on n'est pas malade, mais on est une sorte d'état pré-malade. Il y a clairement quelque chose qui va se jouer sur le caractère actionnable ou pas de la prédiction. C'est-à-dire, si vous avez une prédiction, mais que vous êtes incapable de la changer potentiellement par une intervention, que ce soit médicale ou comportementale ou que sais-je, en fait, j'ai envie de dire, la prédiction ne va pas servir à grand-chose si vous n'êtes pas capable de changer l'avenir, entre guillemets. Et ça va être très, très compliqué, si vous voulez aussi, de montrer qu'une prédiction est potentiellement bénéfique, puisque, comme je viens de le dire, si vous corrigez l'élément et que du coup la maladie ne se déclare pas, est-ce que c'est parce que vous avez corrigé l'élément ou alors c'est parce que la prédiction était fausse? Et donc montrer ça dans des essais cliniques, parce qu'il va falloir potentiellement valider ces outils-là, comme on le fait pour des médicaments par exemple, ça va être extrêmement compliqué. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de méthodologie très claire, il n'y a pas d'essais qui sont sortis de ce type-là. Il y a plein d'essais qui comparent, on en entend souvent parler, les performances humains versus machines sur l'interprétation de radio, mais sur de la prédiction, il y en a pour l'instant zéro, quoi. Et donc c'est la prochaine frontière, elle va notamment se placer à ce niveau-là. Et en termes d'acceptabilité de la relation entre le patient et un résultat d'une IA, est-ce que le cerveau humain est câblé pour accepter ça? Comment, on met beaucoup en scène les rendez-vous d'annonce notamment, c'est très codifié, il y a une prise en compte de la réaction du patient, etc. Comment le cerveau humain peut réagir à ça? En fait, c'est très très variable, parce que non seulement le cerveau humain il réagit de différentes façons, mais vous avez tous les récits, toutes les biographies derrière le cerveau, toutes nos histoires, toutes nos relations au corps, au trauma, etc., qui font qu'en plus, de toute façon, pour l'un, ce sera au contraire un sentiment capacitaire, parce qu'il se dira, tiens, je peux éventuellement actionner quelque chose. Pour d'autres, ce sera terriblement un sentiment de persécution. Donc là encore, c'est pas si simple. On le voit aujourd'hui d'ailleurs avec les maladies chroniques. Les maladies chroniques qui ont des outils connectés, je pense par exemple au diabète, et des outils qui sont assez extraordinaires pour monitorer, si j'ose dire, le suivi de la maladie, l'observance, etc. Quand vous interrogez les patients, en fait, c'est très variable. C'est variable et c'est pas si simple de dire tiens, les jeunes acceptent, les plus âgés moins, etc. C'est pas aussi clair. Non, vous avez des personnes qui sont au contraire rassurées. Il y a un effet de réassurance parce qu'elles savent aller chercher l'info. Elles savent, si vous voulez, ponctuellement. Et puis il y a ceux qui sont saturés donc il y a une charge cognitive trop forte. Ils ont une panique sur l'interprétation des signaux. Éventuellement, ils créent une dépendance forte à l'outil. Et si l'outil ne marche pas, comment je fais? Donc ça vient recréer un anxiogène. Vous voyez, donc c'est très variable. Et justement, c'est pas qu'une question d'acceptabilité. C'est à un moment donné une familiarisation. En philosophie, on appelle ça aussi le corps interface, si vous voulez. Cette idée de jusqu'où l'objet connecté est familier avec mon usage, si j'ose dire, jusqu'où je le sépare et je le sépare pas trop. Et juste un dernier point, quand vous êtes vulnérable, là aussi, ça dépend quel type de vulnérabilité, ça dépend dans quelle sociologie vous vous instaurez, mais généralement, quand vous êtes vulnérable, vous êtes quand même dans un premier temps avec un mécanisme de défense fort. Donc vous pouvez être réfractaire, vous pouvez contourner. Et plus vous êtes dans la vulnérabilité, alors là, socio-économique, socio-politique, plus vous avez tendance à dire non. Et donc, si vous voulez, à considérer plutôt l'outil par sa surveillance, par le fait qu'il pourrait vous mettre en défaut,
que par le fait qu'il peut vous rendre capacitaire. Donc il faut essayer de voir, si vous voulez, pour le désaveu qui se fait aujourd'hui envers le système, envers la science, il ne faut pas qu'il se transporte, si vous voulez, sur nos outils qui sont extrêmement positifs demain et qui pourraient au contraire produire pas mal de réfractaires parce que liberticides ou ressentis comme pouvant être discriminants, etc. À côté de ça, juste je vous termine, mais vous discutez avec des jeunes adolescents et eux, ils vont vous dire ah ben moi je préfère largement discuter avec une IA conversationnelle à tendance psy parce que j'estime que c'est moins stigmatisant. Vous voyez, donc c'est encore une fois les sensibilités des uns et des autres et le sentiment de discrimination ou de stigmatisation, il n'est pas au même endroit. Après, quand on échange avec un médecin, il a plusieurs pistes dans sa tête, il réfléchit et il filtre ce qu'il nous dit pour pas donner toutes les hypothèses, y compris celle qui a 0,01% de chance de se réaliser et qui est catastrophique. Là, l'IA, elle se protège, entre guillemets, en donnant tout l'éventail. Est-ce qu'on ne va pas finir par être tous hypochondriaques à se dire l'IA nous donne 82 possibilités, je vais me concentrer sur la pire? Oui, en fait, il y a pas mal d'études qui justement se sont intéressées aux performances diagnostiques, on va dire, d'IA, puisque c'est un peu ça dont on parle, et qui ont comparé différentes modalités de diagnostic entre un médecin seul, par exemple, un médecin assisté d'une recherche classique Internet, et un médecin assisté d'une IA. Et puis le dernier cas, c'est l'IA toute seule. Et donc, paradoxalement, même s'il y a sans doute des biais méthodologiques dans ce genre d'études, parce que ce sont des études qui sont faites que sur la base d'une interaction textuelle, ce qui est très différent d'une consultation, on va dire, médicale, en fait, les études montrent que l'IA toute seule ferait mieux que le médecin assisté par l'IA, qui lui-même ferait mieux que le médecin assisté par une recherche classique, qui serait elle-même mieux que le médecin tout seul. Donc en fait, on peut quand même dire qu'au-delà de la pure interaction, le savoir médical, c'est-à-dire la science médicale, qui est contenue dans un modèle type grand modèle de langage, est extrêmement bon et performant. Et il y a une deuxième étude qui est sortie il y a peut-être 10 jours ou une semaine, dans un grand journal qui s'appelle Nature Medicine, américain, qui est une étude faite par une équipe d'Oxford, qui cette fois-ci a regardé si vous donnez accès à des patients à une IA versus l'IA toute seule. Quand l'IA est toute seule, elle trouve le bon diagnostic à partir de description de symptômes dans 94% des cas. Si vous donnez les mêmes tableaux cliniques, cette fois-ci aux patients, et vous leur dites utilisez l'IA pour trouver quel est le bon diagnostic est trouvé que dans 33% des cas. Donc vous voyez que là, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi, par une certaine méthode, aussi certainement biaisée, mais à montrer que le danger, il réside pas seulement ou vraiment dans le modèle lui-même, mais dans l'interaction que l'on a avec lui et l'utilisation qu'on fait éventuellement du savoir qu'il contient, quoi. Et donc le vrai enjeu, il va se situer là, et on le voit quand on se sert de LLM grand public pour on va dire, des questions médicales. LLM type ChatGPT, ouais. etc. LLM, ça veut dire grand modèle de langage, ouais, c'est ChatGPT ou Gemini ou Grok ou le chat pour Mistral. En général, il vous dit quand même le diagnostic le plus fréquent, et puis si vous poussez un petit peu, il va vous dire d'autres diagnostics, mais le problème réside pas vraiment là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas faits actuellement pour faire ce qu'un médecin fait, c'est-à-dire mener un interrogatoire médical. Parce que, comme tu as dit, le médecin, quand il voit un patient, il a déjà en tête éventuellement quelle peut être la maladie, et puis il va poser des questions pour discriminer les choses, voir si c'est ceci ou cela. Le modèle, il n'est pas encore fait pour ça, et c'est exactement ce que montre l'étude que je viens de mentionner, publiée il y a une dizaine de jours, c'est qu'ils ne sont ils sont pas faits pour ça pour l'instant, quand bien même, on va peut-être en parler, ils sont en train d'être poussés très fortement par ces acteurs pour aller vers le domaine de la santé. Ouais. Et pour avoir essayé, c'est assez, ça nous guide sur un chemin qui finalement nous paraît logique. Par exemple, le chat peut répondre: est-ce que vous sentez des fourmis dans votre bras? Alors là, d'un coup, on se dit, une sorte d'hypervigilance, on respire fort et on ressent des fourmis dans le bras. Bah oui, et donc du coup, ça donne le mauvais diagnostic finalement. Il y a un côté d'autoconfirmation, on le voit très souvent, quoi qu'on fasse, pas que en médecine, mais même si on s'en sert de façon professionnelle, il a toujours tendance à être très d'accord avec vous et à vous suggérer des choses, et on se dit ah bah oui, effectivement, c'est la bonne chose.
Oui, parce qu'en plus, les IA sont écrites pour être toujours d'accord avec nous et pour nous faire l'instant, plaisir, pour nous dire ce qu'on a envie de lire ou d'entendre. Du coup, ça nous donne notre transition vers la deuxième partie qu'on avait envisagée, qui est les outils d'IA qui sont prévus pas pour les médecins, mais pour les patients, et que les patients utilisent au quotidien. Alors, même question que pour le premier groupe, quel est le panorama de ce qui existe aujourd'hui? Ouais, alors, ça, c'est important, je pense, de faire la distinction vraiment entre les deux, parce que les outils dont se servent les médecins dans les hôpitaux, c'est pas ChatGPT. Hein. Voilà, donc j'espère, été clair là-dessus. C'est des outils qui sont évalués, etc., très contrôlés. Et donc, en parallèle de ça, effectivement, on a des outils qui sont poussés, développés pour être utilisés par les patients en direct, et quand bien même ils ne sont pas toujours développés pour ça. Donc l'exemple le plus récent, c'est ChatGPT Health, qui est sorti aux États-Unis, qui n'est pas théoriquement disponible en France pour l'instant, mais en réalité, si vous utilisez un VPN, vous pouvez l'avoir très facilement. Donc voilà, un VPN. Health santé, VPN, c'est voilà, pour se géolocaliser comme ailleurs, si on était aux États-Unis. Voilà, par exemple. Et donc si vous voulez, la particularité de ces modèles-là, enfin de ces interfaces-là d'ailleurs, puisque c'est le même modèle derrière qui tourne, c'est que les acteurs qui les poussent ont parfaitement compris l'enjeu économique majeur qu'il y a derrière. Pour vous donner quelques chiffres, OpenAI avait communiqué là-dessus quand ils ont sorti ChatGPT Health. Il y a à peu près 200 millions de personnes par semaine qui se servent de ChatGPT pour poser des questions médicales ou de santé. Et ça correspond à 10-15% des requêtes totales, en gros, de ChatGPT. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti ce genre d'outil-là. Et en fait, puisqu'on parlait des changements liés à l'IA dans la relation médecin-patient, les premiers outils professionnels, ils vont changer un petit peu la relation, mais ils sont un petit peu en back-office, c'est-à-dire ils sont un peu derrière le décor, entre guillemets. Les outils dont on parle maintenant, donc ChatGPT Health, les LLM de santé qui vont arriver, etc. Là, c'est des outils qui sont sur le devant de la scène et qui vont interagir en direct avec le patient. Pour l'instant, sans vraiment de viser de vrais diagnostics ou de traitements, mais on peut complètement imaginer dans quelques années que ce soit comme des espèces de super médecins traitants artificiels. En tout cas aux États-Unis, pour vous donner une autre idée, enfin un autre élément de réponse, dans l'Ohio, il y a maintenant une IA qui a l'autorisation de renouveler automatiquement vos ordonnances sans aucun contrôle médical. Donc vous voyez la direction que c'est en train de prendre. Et là, pour le coup, en termes de relation médecin-patient, ça va changer énormément de choses. Et là aussi, Cynthia, j'imagine, ça soulève des questions éthiques, philosophiques majeures, puisqu'on perd une partie du pilier médical rassurant, on va dire, en tant qu'être humain, pour en obtenir une autre, utilisable la nuit quand on a des insomnies, etc. Comme partout dans l'IA, il y a du très bon, il y a du très mauvais. Oui, alors que, là, on a aussi toute la question, effectivement, de... Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'on voit très bien que le premier réflexe, c'est d'aller vers un usage facilitateur, c'est-à-dire effectivement d'immédiateté, de jouer la vitesse, etc. Or, la construction d'un diagnostic, normalement d'une clinique, ça demande aussi du temps. Ça demande du filtrage, ça demande en fait de l'humanisation, parce on voit bien que ce n'est pas parce que vous avez le diagnostic le plus éclairé que le patient va comprendre et saisir ce diagnostic au sens de le traduire pour produire les gestes d'observance qu'il faut pour, encore une fois, se guérir. On aimerait, je veux dire, il y a ce grand rêve de tous les scientifiques qui est de dire, tiens, on objective, et puis derrière, ça suit et ça se transforme. Tout à l'heure, on disait, c'est merveilleux, et il faut faire extraordinairement attention, mais moi, je l'entends quand même souvent. Le patient, il peut dire n'importe quoi, donc c'est mieux que les données parlent à la place du patient. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que non, si on veut garder l'humanisation de notre médecine dans son caractère holistique, etc., et puis tout simplement humain au sens d'empathique, pas de culpabilisant, et c'est absolument nécessaire que le récit du patient prévaut. C'est absolument déterminant, si vous voulez. Mais
sincèrement, dans une course au temps, dans une problématique d'enclavement de tel ou tel endroit, etc., oui, si demain vous avez un renouvellement des ordonnances comme ça, systématique, et qui d'ailleurs sera plébiscité par les patients, parce qu'ils veulent aussi plus de rapidité, plus de... Bon. Donc tout ça, c'est... Voilà, on va voir comment, parce que malgré tout, on peut imaginer que ça va faire grimper ce qu'on appelle aussi la littératie, c'est-à-dire le fait de se dire, bah, tiens, on sera peut-être un petit peu plus conscient, nous aussi, de ce qu'est la juste santé, etc. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on voit surtout quand même des conduites d'hypermonitoring, d'hypervigilance, de charge cognitive. Voilà, donc c'est merveilleux pour l'univers économique. On va être encore plus médicalisé, économiquement parlant. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout sûr que ce soit plus évident pour une plénitude de la santé. Mais encore une fois, on y va. Donc, de toute façon, c'est là. Mais ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas que des problématiques éthiques, c'est des problématiques même de comportement thymique, donc émotionnel, c'est-à-dire de comment tous les jours on vit mieux, plus serein, avec un outil en fait qui nous provoque nécessairement de l'hypervigilance. C'est assez amusant parce que finalement la science-fiction, quand elle imagine la médecine du futur, n'imagine pas du tout un dialogue entre le patient et la machine, mais plutôt un grand tube dans lequel on s'allonge et tout est résolu d'un coup. C'est pas du tout, le cerveau humain n'intervient pas presque. Juste, mais oui, et pour aller dans ce sens-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une des premières, un des premiers conseils qui avait été donné par l'OMS au moment de la Covid, c'était de dire, écoutez, pas de surexposition aux informations, mais pas aux informations, aux désinformations, qui est encore un autre problème. Non, aux informations. Donc, si vous voulez, oui, il y a un moment donné où ce travail de tri, alors maintenant, demain, on pourra tout à fait produire des IA qui sont plus compatibles avec une progressivité, avec le fait d'avoir un warning à tel endroit, de considérer que ces informations éventuellement sont envoyées au médecin et pas du tout aux patients. Enfin, vous voyez, donc heureusement, on va affiner les outils pour que justement préserver, je dirais, la santé mentale des patients. Alors, quand on a préparé cette table ronde, Jean-Emmanuel, tu m'avais dit qu'il y a aussi une distinction importante à faire. C'est entre les IA qui font ce que l'humain sait faire et qui optimisent ce que l'humain sait faire, et les IA qui font ce que l'humain ne saurait jamais faire. Comment on fait cette différence et finalement, qu'est-ce que ça peut apporter de plus ? Alors on a déjà un petit peu parlé, du coup, en fait, cette distinction, elle est importante parce qu'elle n'est pas si souvent que ça discutée ou abordée, alors qu'elle a des implications en termes notamment de responsabilité majeure. Probablement que dans les outils dont on se sert déjà actuellement, que j'ai mentionné au début, on a des outils qui sont des assistants, c'est-à-dire qu'ils font ce que le médecin, par exemple radiologue, sait faire, et donc le radiologue est capable de vérifier que le modèle a bien effectivement identifié un nodule que lui-même aurait éventuellement classé. L'objectif dans tout ça, c'est quand même toujours de libérer du temps médical du médecin humain pour se concentrer sur les tâches les plus sensibles. Alors pour les outils, oui, mais en fait, l'autre type d'outils dont on parle, ce sont donc des outils qui font ce que le médecin ou les humains ne sauront jamais faire. Donc on a déjà un petit peu parlé, voir un nodule qui actuellement n'est pas suspect mais qui va le devenir, ou alors ce qu'on fait plus au labo où je fais de la recherche, des modèles qui par exemple prédisent votre risque de développer une maladie 10 ans à l'avance, ou alors si vous avez une maladie, prédisent vos chances d'en guérir 10 ans à l'avance. Et donc, je me souviens que tu m'avais parlé, pardon, j'arrête pas de t'interrompre, mais je me souviens que tu m'avais parlé d'une étude avec de la cartographie des passages des autoroutes, des positions des déchetteries, etc., pour prédire les risques de cancer dans la population. Ouais. Alors ça, c'est encore autre chose, on va dire, c'est de l'analyse de l'imagerie satellitaire pour prédire la prévalence du cancer, ce qui est encore un petit peu différent, mais c'est aussi une thématique importante en ce moment, puisqu'on parle du registre national des cancers là, qui va arriver en France. Mais pour revenir juste sur la distinction entre prédiction et outils assistants, c'est important à faire parce que dans le droit européen actuel, donc il y a l'AI Act qui notamment a poussé un concept qui s'appelle la garantie humaine, qui dit
grosso modo, que tout résultat ou toute action qui découle du résultat d'une IA doit être validée par un humain, ou supervisée, ou donc garantie par un humain. Et en réalité, c'est un concept qui n'est pas parfait, parce que quand on va avoir ces fameuses IA qui prédisent des choses à l'avance, comme celle que j'ai mentionnée, en fait, aucun humain ne sera capable de garantir ce résultat-là, puisque moi, je ne suis pas capable de prédire 10 ans à l'avance si vous avez des chances d'être guéri de X ou Y maladie, si vous l'avez. Et donc, ça va poser des problèmes assez vertigineux, où on va avoir des IA qui nous dépassent, et nous dépasseront toujours, et dont on ne saura pas toujours quoi faire, on va dire, du résultat. Et donc en cancérologie, moi, ma spécialité, c'est d'autant plus compliqué, puisqu'il y a des enjeux évidemment anxiogènes et de vie ou de mort parfois qui sont majeurs. Et justement, Cynthia, quand une IA nous dit prend une décision entre guillemets ou recommande une décision de fin de vie, par exemple, est-ce que l'humain peut accepter ça plus facilement que si c'est une réunion de médecins de plusieurs spécialités qui s'accordent? Aujourd'hui, de toute façon, la garantie humaine, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Parler de l'avenir. Oui, mais il n'y a pas d'IA qui fait ça pour l'instant. Voilà, il n'y a pas d'IA qui fait ça. Et puis la garantie humaine, qu'elle soit validée par aujourd'hui le droit européen ou le droit français, puisqu'on a sensiblement une même façon de faire. Il n'empêche que, si vous voulez, bien sûr, le concept de garantie humaine, il est très compliqué, parce que c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il est de produire les protocoles de vérification et de faire entrer mais en fait, c'est une idée régulatrice. C'est une idée régulatrice pour que demain, sans cesse, on fasse tout le temps ce qu'on appelle de ethics by design, c'est-à-dire qu'on s'oblige à produire, encore une fois, une co-agentivité entre l'humain et la machine, alors qu'on pourrait avoir tendance à dire trop vite c'est pas possible, donc on en sort, pour qu'on s'oblige à faire de l'auditabilité de l'outil, pour qu'on s'oblige à vérifier les biais discriminatoires des algorithmes, etc., pour qu'on maintienne quand même l'obligation d'une collégialité. Donc même si ça peut être demain un comme si, il n'empêche qu'il faut tout faire pour maintenir cela. Mais c'est vrai que dans un outil qui a une force computationnelle absolument délirante d'un côté, et puis l'être humain, si vous les mettez au même niveau, c'est pas possible. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette décision? Aujourd'hui, on a un principe avec la garantie humaine qui est qu'il ne peut pas y avoir de confiscation de la décision. Il va y avoir déjà des effets d'autocensure absolue. Donc il va falloir justement aussi produire des outils qui permettent aux uns et aux autres de se libérer malgré tout de ce qui est donné par l'IA. Et quand tous les jours on vous explique que l'IA décide mieux que l'homme par quantité de papier, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, mais il en va quand même d'enjeux derrière assez civilisationnels, parce qu'on peut aussi demain totalement déléguer nos grands choix de vie à une IA, ce qui n'a strictement aucun sens. Donc, par l'absurde, on voit que ce n'est pas possible. Donc, il faut continuer de travailler sur comment on peut, demain, penser une imputabilité, c'est-à-dire quand même une responsabilité, pas que juridique, une responsabilité humaine. Donc, le maintien de cette collégialité, le maintien de comment on va apprendre à travailler avec l'IA, et non pas faire que nos prochains médecins désapprennent et ne savent plus comment faire sans IA. Ça aussi, c'est un sujet assez considérable. Alors, dans une minute, on va donner la parole à la salle pour vos questions. Dernière chose, avant qu'on passe aux questions de la salle, on parle beaucoup de souveraineté des IA dans le domaine de la défense, dans les domaines perçus comme ultra sensibles. La médecine en est évidemment un. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui est pris en compte? Est-ce que l'empoisonnement des IA, par exemple, qui est documenté aux États-Unis comme en Chine, pour que ces puissances-là puissent un jour agir sur nos IA grâce aux briques fondamentales qu'on utilise aujourd'hui, est-ce que c'est un enjeu qui est suffisamment pris en compte? Alors je pense que on va dire que la majeure partie des gens qui travaillent dans ce domaine-là sont très très conscients de ça. Ça rejoint un point notamment sur les IA qui vont être utilisées, qui sont utilisées par les patients en direct. Si demain vous avez une proportion significative de patients qui va d'abord sur ChatGPT ou à la place d'eux aller voir son médecin traitant, vous imaginez que ça pose
plein de problèmes qui sont éthiques, mais pas seulement, hein, qui peuvent potentiellement aussi être économiques et aussi même de santé publique, parce que parfois il peut y avoir des biais d'une IA qui a été entraînée sur certaines choses dans certains pays et qui ne sont pas adaptées pour la France ou l'Europe. Oui. Donc oui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Certaines entreprises françaises sont en train de préparer, on va dire, la riposte à ChatGPT Health, mais ça va être compliqué parce que on va dire que la distribution des acteurs prédominants digitaux actuels qui sont américains est bien supérieure aux entreprises françaises, et donc cette distribution-là, on le sait historiquement, c'est ça souvent qui détermine le succès d'une solution ou pas. Okay. Beaucoup, merci. On a encore 4 petites minutes pour prendre peut-être 2 questions dans la salle. On va vous donner un micro, vous levez la main, merci beaucoup. Peut-être, voilà, madame, faire passer le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai une question. Vous avez abordé 2 aspects qui étaient d'une part la prédiction, le rôle de l'IA dans la prédiction ou le constat de la maladie, mais vous n'avez pas parlé du rôle que l'IA pouvait avoir dans le choix d'un traitement. Et où en est-on en ce moment sur ce versant-là ? Alors, on va dire que ça touche au domaine de la personnalisation des soins, donc notamment en cancérologie, c'est une thématique majeure. Cette personnalisation des soins, justement, on a tendance à l'appuyer sur ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire quelque chose qui permet de savoir si un traitement X ou Y va fonctionner chez un patient donné, et donc, par définition, sur une forme de prédiction. Et donc, à l'heure actuelle, même si on se sert d'IA pour préparer certains traitements, qui s'appuient, je l'ai mentionné sur la radiothérapie par exemple, qui s'appuie sur l'anatomie normale, il n'y a pas d'IA qui se servent actuellement de prédiction pour proposer X ou Y traitement en France. Aux États-Unis, notamment dans le cancer de la prostate, il y a une IA qui a été approuvée pour savoir s'il faut faire X ou Y traitement. Mais en France, ce n'est pas des IA, c'est plus des solutions de génomique où il n'y a pas entre guillemets d'intelligence dedans, quoi. Une dernière question, peut-être. Monsieur devant, voilà. J'ai l'impression qu'on vous parle beaucoup d'IA dans la médecine de pointe. Comment éviter une IA de vitesse au niveau du médical ? Comment alphabétiser les médecins de quartier ? Est-ce qu'il y a un plan prévu ? Oui, ça c'est une thématique, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est majeur. Vous savez que quand l'imagerie médicale a explosé dans les années 90, donc imagerie scanner ou IRM, on a eu ce même problème-là, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'IRM dans certaines parties de la France et pas du tout dans d'autres. Et c'est petit à petit en train d'être corrigé, mais si on n'est pas vigilant, on va se retrouver dans la même situation avec de l'IA, quoi. La différence, c'est que les modèles d'IA sont déployables, entre guillemets, je schématise, mais d'un clic. C'est-à-dire que si vous décidez à un endroit de déployer une IA, c'est beaucoup plus facile que de mettre une IRM, par exemple, et aussi beaucoup moins cher. Et donc je pense que si on a une vraie réflexion sur cette stratégie-là, on devrait éviter ce qu'on a fait en imagerie médicale ou dans d'autres domaines d'ailleurs, la génomique aussi un petit peu. Et donc oui, ça devrait faire partie de la réflexion. À l'heure actuelle, je ne sais pas trop où on en est véritablement. Et ça touche à un point qu'on a un petit peu abordé, c'est, on va dire, l'éducation des professionnels de santé. À l'heure actuelle, quand on fait des études de médecine, on peut être sensibilisé à l'IA quand on s'y intéresse, avec des enseignements plutôt optionnels, mais ça ne fait pas partie de tous les troncs de formation dans toutes les facs. Et c'est problématique parce que dans 10 ans, les médecins qui sont en train d'être formés là, ils vont être dans un monde où il y aura de l'IA partout. Cynthia va compléter. Oui, non, je vais être un tout petit peu plus dur, un petit peu moins optimiste, dans la mesure où très souvent, on oublie toujours, en fait, dans n'importe quel coût technologique d'appropriation, en fait, il y a toujours un coût qui est totalement sous-estimé d'appropriation sociale, d'appropriation éducationnelle. Généralement, il y a pas assez d'argent sur ce versant-là parce qu'on considère qu'il y a un aspect d'auto spontané et d'acquisition de l'outil. Donc non, face à des outils
encore plus fort, efficace, vous avez une demande très très forte d'amélioration de l'acculturation et c'est hélas totalement sous-investi. Donc oui, il y a des très gros risques de fracture, égalitaire de l'accès, de l'usage, parce que c'est pas la même chose d'avoir accès formellement, puis d'avoir un véritable usage productif, et puis d'avoir un usage capacitaire qui se transforme en alliance thérapeutique, etc. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut demain vraiment lier les SHS, tant mieux d'ailleurs, les sciences humaines et sociales et les sciences de la médecine de manière beaucoup plus probante, et surtout travailler sur et c'est ce que font les tiers-lieux de soins en santé numérique, en tout cas aujourd'hui il y en a une trentaine, qui vérifient en conditions réelles, si vous voulez, ou qui tentent de vérifier en conditions réelles l'appropriation de cet outil. Merci beaucoup, merci pour cet échange très éclairant. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On va maintenant, dans quelques minutes, revenir à quelque chose de très concret dans la session suivante, un symptôme banal en apparence, l'essoufflement. Mais vous allez voir qu'il peut parfois être trompeur. À tout de suite.